Donc, vous vous demandez probablement, mais comment se fait-il que je sois ici aujourd'hui, étant donné mon profil plutôt journaliste, communication. Donc, je travaille chez SIG Capital Management et EcoFuel. Je vais vous parler de la plateforme de SIG Capital sur laquelle il y a EcoFuel. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez déjà SIG Capital ou EcoFuel. Juste à main levée, là, juste pour avoir... merci. Alors voilà, nous, c'est qui notre public finalement? Ce sont les entreprises. On est un investisseur en capital de risque dans les technologies propres. On est spécialisé là-dedans. On a 4 fonds de 350 millions sous gestion. Je ne vais pas trop me placer. Et 3 fonds nord-américains, maintenant un fonds chinois qu'on a annoncé juste avant les fêtes. On a investi 146 millions en équité, donc c'est vraiment de l'équité dans les entreprises qui ont attiré environ 1 milliard en investissement dans ces entreprises du portefeuille-là. Vous allez voir un peu plus tard les investisseurs avec qui on investit dans ces entreprises-là. On est à Montréal, Toronto, Qingdao en Chine, maintenant on a un bureau là-bas, New York, Seattle également. Donc, l'accélérateur EcoFuel, qui est finalement, on donne des ateliers pour permettre aux entreprises vraiment d'avoir un boost dans leur progression, dans leur développement. Et maintenant, c'est aussi un fonds d'amorçage, donc pour les entreprises qui sont plus à ces niveaux-là de développement. Et on est cofondateur d'Ecotech Québec et de l'Alliance Switch. Donc, on aime être un peu un bâtisseur aussi de l'écosystème, dans le fond, des technologies propres, le développement de cette industrie-là au Québec et ailleurs. Plateforme de SIG Capital, donc 3 fonds sous gestion en Amérique du Nord, Qingdao IC Cycle Fund, ça c'est le fonds chinois. Vous voyez un peu les investisseurs qu'on a, donc privé, public, Caisse de dépôt, Rio Tinto aussi, ces investisseurs-là plutôt stratégiques, industriels, vont rechercher chez nous notre vigie, notre vision sur l'innovation. Ils vont aussi éventuellement être des acquéreurs des entreprises qui vont sortir de notre portefeuille. Ils vont être des co-investisseurs également. Certains investisseurs stratégiques ont des bras financiers. C'est encore timide au Canada, au Québec, mais beaucoup plus aux États-Unis. L'accélérateur EcoFuel dont je vous ai parlé, l'accélérateur et le fonds d'investissement d'amorçage. Encore une fois, BDC, Fonds d'action, Investissement Québec, FSTQ. Des grands investisseurs dans le secteur. Je vous parle de ça parce que je pense que ça va mettre la table un peu pour les autres intervenants par la suite. Nous, vous voyez un peu où on se positionne. Je ne sais pas si j'ai un point, non? On arrive avec EcoFuel à l'étape d'amorçage, donc les entreprises sont vraiment au moment ils sont en train de se structurer, ils ont développé une innovation, l'innovation elle a été démontrée, maintenant on va participer en devenant par exemple membre du conseil d'administration à vraiment donner un boost, un élan à cette entreprise-là pour qu'elle devienne, qu'elle atteigne une vitesse supérieure. Et SIG Capital va investir jusqu'à l'étape de la croissance. Par la suite, il y a d'autres investisseurs qui vont prendre la relève. Évaluation du risque, pour vous donner une idée, capital de risque, c'est peut-être pas... J'aime mieux la formule anglaise, c'est venture capital. Capital de risque, c'est sûr que c'est risqué, là. Tout est un peu risqué finalement. Nous, on intervient au moment où les entreprises ont démontré, l'innovation a démontré qu'elle a un marché, qu'elle a un apport, on va dire. Il y a des innovations qui sont un peu plus risquées que d'autres, c'est certain. Par exemple, des usines pour des raffineries de biocarburants, on va investir là-dedans, mais aussi des plateformes, par exemple, offrant des services d'efficacité énergétique. C'est des demandes en capital qui sont tout à fait différentes selon, et en termes de temps aussi, pour vraiment ça prenne sa vitesse de croisière. Je vous disais qu'on était des contributeurs de l'écosystème. C'est un peu tous les endroits où on s'investit, où on collabore. On a une excellente relation avec Bloomberg, entre autres, qui nous permet vraiment d'avoir une vision sur les innovations qui sont développées sur le marché et les marchés potentiels de ces innovations-là. Notre portefeuille d'entreprise, vous allez reconnaître certainement certains noms. Enerkem, bon, probablement la plus
connus. EOCycle, Agrisoma également, qui a annoncé pas plus tard qu'il y a 2 semaines, qui a fait un premier vol Los Angeles-Brisbane en Australie avec du biocarburant, avec la ligne aérienne Qantas. Et vous avez les entreprises EcoFuel qui sont plus des entreprises d'amorçage. Ça, c'est la... Bon, je suis désolée, là, c'est un peu... ça fait name dropping. Mais c'est pour vous montrer avec quel genre d'investisseurs on investit dans les entreprises. BlackRock avec Enerkem qui vient tout juste d'annoncer une nouvelle ronde de financement. TPG, un des plus grands investisseurs dans le secteur et même globalement, qui investit dans une de nos entreprises. Eux autres, ils ont décidé de faire le tour des innovations, des boosters, des intrants pour le phytomicrobiome, puis ils ont trouvé que l'innovation développée par Inocucor était la meilleure. D'autres investissements qu'ils ont fait au Canada, ben, le Cirque du Soleil et Burger King. Donc, c'est un des investisseurs qu'il y a. Vous voyez aussi qu'il y a quand même beaucoup de stratégiques industrielles, Caterpillar, Horus, Waste Management, qui vont aller chercher, comme je vous disais, différents aspects dans les entreprises de notre portefeuille. Nos secteurs d'investissement, ça va de l'agriculture aux énergies propres, transport, ville intelligente, chimie verte. Et c'est là où je pense que la meilleure façon de démontrer quelle est notre action, nous, comme investisseurs de capital de risque, c'est de vous donner quelques exemples de notre portefeuille. Donc, Enerkem, que vous connaissez probablement, qui produit du biocarburant de 2e génération, produits chimiques, à partir de matières résiduelles urbaines. Ça, c'est les investisseurs qu'on a, avec lesquels on a co-investi dans Enerkem. Récemment, Sino-Bioway, donc une entente pour la construction d'une centaine d'usines d'Enerkem en Chine. BlackRock, gros investisseur également. Agrisoma, dont je vous ai parlé, je vous ai mis cette photo-là sur le tarmac de l'aéroport de Lax à LA. Et d'autres investisseurs, l'une Roche et le Family Office, donc le groupe familial, on pourrait dire, du fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté. BDC, évidemment. Nous, on investit souvent, on est parmi les premiers, on va dire, groupes d'investisseurs parce qu'on a une vision très, avant d'investir dans une entreprise, on va faire une révision due diligence, une vérification diligente, voilà, qui est très approfondie. Ça va permettre aux investisseurs qui sont plus des investisseurs dans un deuxième temps de voir qu'est-ce que nous, on a vu dans cette innovation-là. Et c'est très profond. Ça peut nous prendre plusieurs mois, 6 mois avant de faire un investissement dans une entreprise. Donc, c'est certain qu'on est perçu dans le marché un peu comme des spécialistes de ce domaine-là, ça c'est clair. Inocucor, donc le biostimulant pour le phytomicrobiome dont je vous parlais, qui vient tout juste d'annoncer une ronde avec Pontefax. Cette entreprise-là, c'est un peu notre entreprise Cendrillon. Quand on est arrivé dans l'entreprise, il y avait 2 femmes d'un certain âge une qui avait un côté un peu plus, on va dire, ésotérique. Elle faisait des tests dans son jardin, pas vraiment de qualification, on va dire, académique, là. Et puis elle a découvert qu'il y avait une façon, un procédé basé un peu sur le processus de fabrication du vin qui permettait d'avoir des rendements vraiment incroyables sur ses brocolis et ses fraises. Et elle a développé ça, elle est venue nous voir et puis nous, on s'est assis avec elle puis on l'a structuré son entreprise. On l'a aidé à aller chercher des investisseurs. Donc on peut s'imaginer, là, par exemple, on est allé chercher le démon lui-même. On est allé chercher un représentant de Monsanto. C'est sûr que pour elle, là, d'avoir ces gens-là autour de la table qui discutaient, c'était assez particulier, intéressant. Cette entreprise-là, vraiment, attire parmi les plus grands investisseurs dans le domaine maintenant. Donc, c'est une super belle histoire qui se poursuit. Desjardins est un investisseur dans Inocucor depuis presque les débuts aussi de l'entreprise. GAN System, certains pourraient se demander, c'est une entreprise qui est basée en Ontario.
Ici, Inocucor, ils sont basés à Frelichburg. C'est là que l'histoire a commencé. Maintenant, ils sont à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. GaN System, donc, transistor de puissance au nitrure de gallium. Pourquoi nous, comme investisseurs Cleantech, on investit là-dedans? C'est sûr que c'est intéressant de réduire 1% de perte d'énergie quand les transistors de puissance sont utilisés dans à peu près tous les produits électroniques dans le monde, que ce soit notre chargeur de cellulaire, par exemple. C'est sûr qu'à la fin, ça commence à être un impact très intéressant. Des investisseurs comme BDC, encore une fois, BMW Ventures, eux autres, ils ont vu là l'opportunité de mettre ces transistors-là dans leur voiture électrique. Donc, une application très, très concrète. MindSense, qui est basé à Vancouver, eux, ce qu'ils font, c'est des capteurs pour les pelles dans l'industrie minière qui permet de vraiment calculer très, très rapidement, en temps réel, en fait, le rendement d'une pelletée. Et ça nous permet d'avoir des marges opérationnelles jusqu'à 30%. C'est sûr qu'il y a une mine, d'ailleurs, en particulier, il faudrait que je retrouve le nom, ça a permis de prolonger la durée de vie de cette mine-là de 17 ans. C'est pas rien dans une industrie où les marges opérationnelles sont rendues très, très minces. Donc, des investisseurs comme Caterpillar qui est intéressé évidemment à installer cette technologie-là sur ses propres produits. Alors ça, c'est quelques exemples. Moi, je voyais ça vraiment comme la meilleure façon de vous illustrer comment est-ce que nous, on a un impact. On est au tout début de la chaîne de financement. Donc, c'est certain que notre succès passe par le succès de nos entreprises et par notre capacité à attirer des investisseurs dans ces entreprises-là. Certains, des fois, on discutait tantôt autour de la table, notre intérêt n'est pas d'être tout seul autour de la table. Au contraire, si on est seul, c'est même un signe que c'est peut-être pas un bon signe, justement. S'il y a d'autres investisseurs qui viennent sur le syndicat d'investissement, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais ça veut dire qu'il y a de l'intérêt et on est capable de créer de la plus-value dans l'entreprise à ce moment-là, donner plus de valeur. Donc voilà, je vais laisser la parole à mon collègue maintenant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fonds d'Action ou qui en connaissent peu, je vais commencer rapidement. Fonds d'Action à quelques chiffres, rentrer plus spécifiquement dans le positionnement qu'on a pris pour la transition énergétique puis contribuer à la lutte au changement climatique, la stratégie mise en place pour y arriver. Et comme Catherine, je pense que ça parle de donner des exemples concrets. Donc, je vais terminer avec 3 exemples d'initiatives qui illustrent bien le rôle puis le positionnement qu'on a pris pour la lutte au changement climatique, contribuer à la lutte au changement climatique. Donc, essentiellement, la mission de Fonds d'Action, elle se décline en 2 activités principales. Donc, favoriser l'épargne des Québécois et Québécoises et, avec cette épargne-là, investir dans des PME québécoises. Chaque année, on lève environ 200 à 250 millions auprès de nos 138 000 actionnaires. C'est un fonds qu'on appelle Evergreen, donc il n'y a pas de date de fin comme tel. C'est un fonds ouvert. Et en échange de ces souscriptions-là, nos actionnaires reçoivent un crédit d'impôt de 35 % additionnel aux déductions REER usuelles. Avec les sommes recueillies, Fonds d'Action, c'est un fonds qui a été créé en 1996, donc au cours de ces 21-22 dernières années, on a contribué à créer et maintenir 35 000 emplois en investissant dans plus de 1200 entreprises. Les formes d'investissement qu'on fait dans ces entreprises-là, ça va de la dette non garantie, donc dette subordonnée, à une prise de participation à l'actionnariat directement de l'entreprise, donc investissement sous forme d'équité. On investit dans des fonds partenaires spécialisés. Comme vous avez vu dans la présentation de Catherine, notre logo était pas mal dans tous les fonds qui ont mis de cycle et EcoFuel. Et comme vous allez voir plus loin dans ma présentation, on travaille aussi à mettre nos propres fonds sur pied, dans lesquels on agit comme gestionnaire et investisseur à la fois. On a 1,8 milliard d'actifs nets sous gestion qui se répartit en 800 millions dans une catégorie d'actifs qu'on appelle les placements, donc titres à revenus fixes, et le département dans lequel je travaille, 1 milliard qui est les investissements directs dans les PME.
Très rapidement, au niveau de la stratégie, plus au niveau placement, donc le 800 millions, 2 exemples d'initiatives qui ont été pris par notre gestionnaire à l'interne, qui lui fait affaire avec des gestionnaires à l'externe. Essentiellement, le premier point, ça a été juste de changer le carré de sable. Les gestionnaires avec qui on fait affaire font une gestion active des obligations, des actions mondiales également. Et le carré de sable dans lequel eux jouent pour faire cette gestion active-là, c'est un indice qu'on leur donne. Donc, c'est essentiellement une liste d'actions dans lesquelles tu as le droit de trader. Juste de changer l'indice puis de passer d'un indice plus global à un indice ex-fossile, ex-charbon, a changé carrément leur carré de sable et a permis de réduire de 60% notre empreinte carbone dans notre portefeuille d'actions. Un autre volet dans lequel notre gestionnaire est actif, c'est dans les obligations vertes. Bon an, mal an, on a environ plus ou moins 70-80 millions d'obligations vertes dans notre portefeuille et c'est en croissance. Au niveau du positionnement en investissement direct, donc au cours des dernières années, en fait, on s'est positionné comme un joueur qui voulait avoir une contribution significative à la lutte au changement climatique. En ce sens, en 2016, on avait pris un engagement ferme auprès du gouvernement du Québec de dire qu'on allait investir un minimum de 50 millions dans des entreprises ou des projets qui ont une contribution ou qui contribuent à la réduction des GES. Sans donner de scoop, cet objectif-là est atteint, cet engagement-là est atteint très facilement. On cherche aussi à jouer un rôle de leader puis c'est là peut-être la transition se fait avec Catherine, que c'est plus du VC, Clean Tech, Early Stage. Nous, on va être dans du capital de développement, mais on cherche quand même à jouer un rôle que je pourrais dire VC au niveau des modèles d'affaires ou des innovations financières. Donc, on cherche à avoir un rôle de leadership actif dans ces deux segments-là. Et finalement, on cherche à accomplir ce rôle-là sans faire de compromis sur le rendement. Au contraire, en fait, on est plutôt dans une logique que une business qui a un modèle d'affaires qui va résulter un impact positif sur la société, bien, si cette business-là, plus elle performe, plus elle va avoir un impact positif. Donc, plus elle a un impact positif, plus elle performe, plus elle fait de rendement, et ainsi de suite. Pour arriver, il y a 3 ingrédients clés. Donc, développer les bonnes compétences, autant à l'interne qu'à l'externe, par le biais de nos partenaires ou les investissements dans lesquels on fait. On ne peut pas tout faire, donc c'est important de choisir les bons partenaires. Comprendre les obstacles des marchés et, comme je disais, développer le bon réseau de partenaires. En fait, c'est essentiel de travailler avec les joueurs sur le terrain qui, eux, connaissent les réels enjeux de leur marché et avec qui on peut travailler à co-créer, imaginer des solutions innovantes qui vont répondre à ces besoins-là et à les déployer à leur côté par la suite. Donc, quelques exemples de partenaires, justement. Ici, on voit c'est qu'une portion de notre écosystème à nous et donc qu'une portion de l'écosystème québécois. Mais juste sur cette slide-là, on peut constater la richesse de cet écosystème-là de joueurs qui partagent ce même objectif-là de contribuer à l'auto-changement climatique et d'exécuter sur la transition énergétique. Parmi ces partenaires-là, il y en a 3. Que je voudrais, disons, présenter davantage, qui illustre bien le positionnement, qui illustre bien aussi le rôle de leader qu'on cherche à jouer. Pas juste le mettre sur papier, mais de réellement l'exécuter dans le day-to-day. Première entreprise, c'est Énergère. En fait, Énergère, c'est une ESCO, en français, entreprise de services énergétiques. Essentiellement, c'est des projets d'efficacité énergétique. Ils viennent garantir les économies, ils viennent garantir le coût, ils viennent garantir les subventions. Donc, c'est un clé en main. Quand on est rentré en 2014 chez Énergère, on a pris une participation majeure à l'actionnariat. Et à ce moment-là, la stratégie, c'était d'appuyer l'entreprise dans une diversification de ses activités. C'était 100% concentré dans des projets d'efficacité énergétique de type institutionnel. Donc, très dépendant du secteur, très dépendant des gouvernements en place, des programmes de subvention. Ça bouge. Donc, des très bonnes années, des années un petit peu plus difficiles. Il y a eu la diversification, c'est bien fait. Un des secteurs qui ont réussi à pénétrer, qui est davantage pertinent pour la journée d'aujourd'hui, je pense, c'est tout ce qui est de l'offre de boucle énergétique. Essentiellement, l'offre de boucle énergétique, c'est de dire on va approcher un développeur immobilier, comme sur la photo ici, et on va lui dire, bien, toute ton infrastructure de chauffe et de climatisation, on va la prendre en charge.
Et en échange de ça, en fait, on va avoir un contrat long terme de 30-40 ans pour fournir le chaud et le froid à l'ensemble des résidents du quartier, que ce soit commercial, résidentiel. Donc, pour le promoteur, ça y sauve ce coût-là, cet investissement-là. Ça y sauve les opérations, la maintenance par la suite. Ça y donne un projet plus vert. Et pour les résidents, bien, en fait, ils sont sur un projet plus vert également et leur coût d'énergie est identique ou souvent inférieur au prix du marché. Le rôle qu'on a joué là-dedans, comme je disais, on a une grande participation à l'actionnariat. C'est sûr que notre investissement à l'équité a contribué à la diversification comme telle, mais aussi notre apport en capital, je dirais, en dehors d'Énergère, donc dans la mise sur pied de sociétés de projet qui permettaient d'être le propriétaire de cette infrastructure-là. Donc, c'était carrément de permettre à Énergère d'être capable de faire du financement de projet puis d'être propriétaire de ces infrastructures-là, ce qui n'était pas possible auparavant. Deuxième exemple, le Fonds Biomasse Énergie qui a été créé en 2015, dans lequel on a Investissement Québec et la Fédération québécoise des coopératives forestières comme partenaires. C'est un fonds qui est géré par Fonds d'Action. C'est un fonds de 20 millions qui essentiellement a comme mission, oui, d'investir, mais la mission du fonds, c'est de développer de façon structurée et de façon durable toute la filière énergétique reliée à la biomasse forestière résiduelle. Il y a beaucoup d'enjeux. Ça prend beaucoup de joueurs qui travaillent ensemble à faire lever cette filière-là. Donc, le fonds va accompagner les projets et va également faire le financement des projets jusqu'à hauteur de 100 % d'un coût de projet, maximum 2 millions. Depuis, je pense que le fonds a investi dans plus de 6 projets, valeur d'environ 9 millions. Donc, encore un autre exemple du rôle qu'on a cherché à jouer pour lever cette filière-là par le biais de la mise en place d'un fonds et rassembler les bons partenaires autour de la table. Je terminerai avec Éolectrique Capital. En fait, ce partenariat-là qui a été fait il y a un peu plus d'1 an, il vient du constat dans les dernières années, on a eu à investir ou non dans des entreprises, dans des projets. Notre équipe d'analyse en a analysé plusieurs dizaines, voire centaines. Puis le constat qu'on faisait, c'est dans les projets, un énorme trou dans le marché dans les projets d'infrastructures d'énergie renouvelable de plus petite capacité. Donc là, je parle du 50 millions et moins. Un trou qui se décline en trois éléments, si je peux me permettre. Le premier, c'est au niveau de la disponibilité du capital pour la phase de développement du projet, donc en amont du projet. Le deuxième, c'est également la disponibilité du capital, mais là pour la phase de construction et de gestion. Et ce, autant en équité qu'en dette. Comme la plupart d'entre vous dans la salle le savez, souvent la séquence standard d'un financement de projet d'infrastructure de ce type-là, on rentre en équité, c'est la phase plus risquée, on fait la construction, on démontre la rentabilité du projet, l'actif est stabilisé, génère des flux positifs. Et là, on peut se mettre à approcher des investisseurs, disons, bancaires, qui vont permettre de faire un refinancement d'une portion de l'équité à des coûts plus bas, plus avantageux. Essentiellement, un projet de 500 millions a plus de facilité à trouver ce type de financement-là qu'un projet de 15 millions. Il y a juste moins de joueurs de disponibles, puis il y a une vision que, c'est le même travail, mais c'est un de 500 puis l'autre qui est de 15 millions. Donc, il y avait réellement un trou à ce niveau-là. Et le dernier élément, c'est au niveau de l'expertise nécessaire pour exécuter sur ces phases-là, donc autant au niveau du développement que de la gestion de ces infrastructures-là. Et l'accessibilité peut-être au niveau de cette expertise-là pour les plus petits projets qu'on cible via ce partenaire-là. Les coûts de cette expertise-là sont juste mathématiquement plus élevés en proportion du projet comme tel. Et c'est ce qui nous a amené en fait à faire ce partenariat-là avec Éolectrique. Pour répondre, en fait, on voulait faire le partenariat pour répondre à ces 3 besoins-là. Au niveau de fonds d'action, on a le capital et ça faisait plusieurs années qu'on cherchait un joueur qui avait cette expertise-là parce qu'on voyait qu'on avait un angle mort nous-mêmes dans les analyses de ces projets-là. Éolectrique, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un pionnier en énergie renouvelable éolien, fondé en 1994 par Guy Pinchot. Ils ont aujourd'hui 500 millions d'actifs sous gestion, développé plus de 900 mégawatts de projets. Quand on les a rencontrés, eux étaient une phase de diversification de leur activité parce que l'éolien au Québec connaissait un creux, donc cherchaient à se diversifier dans d'autres types d'énergie renouvelable. Donc, ça a été un fit parfait entre les 2 organisations. Le premier projet qu'on a fait, c'est le projet de Biomont,
qui est sur le site de l'ancienne carrière Miron à Montréal, projet de biogaz, de cogénération, en fait, qui alimente Hydro-Québec en électricité et le Cirque du Soleil et l'ATU, qui ont leur siège social dans ce secteur-là, en chaleur. Pour ceux qui veulent, justement, il y a Marc-Antoine Renaud, le président de EOCAP, le nom diminué d'Électrique Capital, qui présente le projet Biomont plus en détail cet après-midi à 3h45. Donc, je vais lui laisser une coupe de scoop à ce niveau-là. Puis, aujourd'hui, en fait, on regarde tout type d'énergie renouvelable qui utilise des technologies éprouvées et qui repose sur un modèle de détention long terme. Donc, on vise à être les propriétaires de ces actifs-là, les développer, les construire, les gérer. Sur un horizon qui va être du 15-30 ans comme tel. On est présent dans de la géothermie de condos en Ontario, biogaz comme j'ai parlé, on regarde des projets de biomasse, biométhanisation au Québec et c'est aussi des partenaires qui travaillent étroitement avec Énergère dans les projets de boucle énergétique comme tel. Donc, je vais m'arrêter là. En fait, si vous avez des questions là, après, sur n'importe quelle des initiatives, fonds d'action, tout autre sujet, je vais être ici pour les 2 journées, donc ça me fait plaisir de discuter avec vous. Merci. Est-ce que vous avez entendu parler qu'au mois de décembre, Desjardins s'est positionné par rapport à l'accord de Paris? Y en a-t-il qui n'ont pas entendu parler du tout? Ça semble vague. Hein? Dans le fond, l'objectif aujourd'hui, là, c'est vraiment de vous présenter la démarche qui a été réalisée par Desjardins. C'est important pour nous comme institution financière et dans l'écosystème financier, mais je pense que c'est important aussi pour les entreprises et les entrepreneurs de comprendre où s'en va Desjardins à travers un positionnement comme celui-là pour contribuer à la lutte et à l'adaptation au changement climatique. La beauté de Fonds d'action et de Cycle Capital, quand le chef de la direction décide qu'on s'en va par là dans les décisions pour prendre une orientation, c'est facile quand on arrive dans un groupe financier qui a 275 milliards d'actifs présents dans tous les secteurs d'affaires à l'échelle canadienne, d'aligner l'ensemble de l'organisation sur un objectif comme celui-là, c'est assez ambitieux et pas facile à expliquer, je dirais, au public en général. Alors, vous avez entendu parler au mois de juin où on disait qu'est-ce que Desjardins fait dans le pipeline Kinder Morgan avec 145 millions dans le financement corporatif. Ça a été un événement, mais la réflexion était débutée bien avant ça, mais qui a permis, je dirais, quand même à l'organisation de faire une pause et de voir quelle sera la meilleure façon pour le futur d'accompagner la transition énergétique. Alors, au lieu de prendre une décision rapide, ponctuelle sur un dossier donné, on a décidé d'aller beaucoup plus en profondeur et ça l'a engagé autant la gouvernance du mouvement Desjardins que l'équipe de gestion et toutes les équipes qui vont travailler à sa mise en œuvre. Donc, vous allez voir que le travail est colossal, mais en même temps très, très porteur pour le futur, pour nos collectivités, pour nos entrepreneurs qui se dédient justement à tout ce qui touche les technologies propres et la transition énergétique. Donc, le sens de notre positionnement, c'était qu'on souhaitait vraiment et toutes les institutions financières à travers le monde sont interpellées à savoir comment on peut contribuer aux objectifs du protocole de Paris. Et on sait que Desjardins ne le fera pas tout seul. C'est d'ailleurs dans toute cette dynamique de la transition énergétique, ça a pris beaucoup trop de temps en général à embarquer le secteur financier dans la réflexion. Et c'est ce qui fait qu'on est en rattrapage aujourd'hui, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on voulait vraiment venir préciser comment on allait contribuer. Chez nous, le mot-clé, c'est transition. Ça va prendre le temps qu'il faut pour bien faire les choses, mais surtout faire évoluer notre propre modèle d'affaires. Et si nous, on fait évoluer notre modèle d'affaires dans ce sens-là, c'est sûr que les entreprises, les individus qui vont vouloir faire affaire avec nous, bien, ils vont, retrouver des valeurs peut-être qui leur sont chères, mais aussi dans les dossiers qu'ils vont transiger avec nous, dans leurs demandes, elles vont devoir s'attendre à être questionnées sur les éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, le mot-clé, c'est transition. Puis pourquoi? Parce qu'on veut maintenir notre capacité d'action.
On peut dire, on se retire, parce qu'il y en a qui faisaient la demande des jardins, retirez-vous du secteur énergétique canadien. Bien, ce faisant, on perdrait toute capacité d'influence à travers, entre autres, l'investissement responsable, si on se retire complètement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire là, pour en arriver au même objectif. L'autre défi qu'on avait puis qui a été abordé dans le positionnement, c'est la question de la cohérence du groupe. Comment on fait pour s'assurer qu'en financement, en gestion des fonds propres, en placement, qu'en assurance et en capital de développement, comment on fait pour s'assurer que l'ensemble des équipes réfléchit de la même façon quand il aborde un dossier d'affaires. Et ça va jusqu'à l'approvisionnement. Donc, nous, on est un donneur d'ordre. Quand on fait des appels d'offres, il faudrait bien que ce qu'on demande aux entreprises qu'on finance, bien que nous, quand on vient le temps aussi de faire des achats, bien qu'on prenne en compte ces éléments-là. Donc, ça va aller très loin en termes de cohérence. Ça veut dire, à titre d'exemple, si une entreprise ne passe pas le test ESG, au niveau du financement, bien, l'assureur n'arrivera pas par en arrière pour assurer le groupe d'employés. Parce que si ce n'est pas adéquat d'un côté, ça ne sera pas de l'autre. Alors, le défi pour Desjardins, c'est vraiment ça. Comme on est un groupe coopératif, on va être attaqué sur la question de notre cohérence, nos valeurs, notre positionnement en développement durable. D'où l'importance d'aligner tout le monde. L'autre élément, c'était essentiel d'aller chercher le leadership de la direction, comme je le mentionnais tout à l'heure. Le positionnement que je vais vous présenter, c'est un consensus de tous les secteurs d'affaires, des fonctions de soutien du mouvement. Tout le monde est à la même place sur ce qu'on veut accomplir et ça prend bien entendu la mobilisation des parties prenantes parce que c'est pas vrai que juste un joueur peut faire bouger l'aiguille au niveau de la transition énergétique et tantôt je vais l'aborder sur ce qui m'apparaît être une condition gagnante. Alors, notre raison d'être, enrichir la vie des personnes et des collectivités. Ici, on ne parle pas juste d'argent, on parle vraiment d'enrichir au niveau de la qualité de vie, de s'assurer que les régions peuvent se développer. Puis, en l'occurrence, tout l'écosystème de petites et moyennes entreprises dont font souvent partie les entreprises des technologies propres et des énergies renouvelables. Bien, nous, ce qu'on veut, c'est d'être en mesure d'accompagner ces personnes-là, ces entrepreneurs-là dans leur développement. Alors, on sait que les changements climatiques sont liés aux activités humaines, pas juste au secteur énergétique, mais à tous les secteurs industriels qui sont intenses. Donc, première chose à retenir, c'est que notre positionnement ne s'applique pas seulement au secteur de l'énergie, mais à tous les secteurs industriels confondus. Donc, on va regarder tous les dossiers de la même façon. C'est sûr que ces activités-là et les impacts sur le climat entraînent des phénomènes climatiques extrêmes et on est tous touchés par ça, autant comme individus que comme entreprise. Au niveau de la gestion des risques, bien entendu, ça aussi, c'est un élément qui est majeur, notamment au niveau de l'assurance de dommages. D'ailleurs, on vient de compléter l'actualisation de notre analyse de risque pour l'ensemble des secteurs en ce qui est trait au changement climatique. Donc, on va avoir un plan d'action qui va être très, très précis et ça a des impacts humains. Donc, pour nous, compte tenu de l'évolution des changements climatiques, c'est un incontournable par rapport à notre raison d'être d'adopter un positionnement qui va être mobilisant, mais aussi qui aura ses impacts à court, moyen et long terme. Alors, comment on a procédé pour intégrer les critères ESG dans notre modèle d'affaires? Vous voyez, je le mentionnais, placement, assurance biens, personnes, financement, capital de développement. Donc, les travaux sont amorcés pour se doter des outils pour y parvenir. Puis ce qu'on se rend compte, et c'est la même chose pour les autres entreprises qui se développent, qui vont vouloir aussi se doter des mêmes critères, parce que, comme on jasait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est dans le secteur des technologies propres qu'on n'a pas d'empreinte carbone au niveau de notre modèle d'affaires. Donc, le secteur même des énergies renouvelables et des technologies propres aura à se doter aussi de standards pour s'assurer que le modèle d'affaires tient la route par rapport aux critères ESG. Mais ce qu'on se rend compte avec l'implantation de notre positionnement, c'est que ça nous prend les gens de finance, ça nous prend les gens de gestion de risque, de ressources humaines et tout l'aspect de la conformité avec le volet de la réglementation qui se développe, notamment en termes de divulgation. C'est un travail d'équipe qui doit être fait en profondeur. Ça ne peut pas être une fonction qui est staff à quelque part puis qui essaie de dire aux gens quoi faire. Ça prend la mobilisation de l'ensemble des équipes de gestion. Alors, nous, ce qu'on a choisi, c'est de prendre une approche qui est formelle et graduelle. Formelle dans le sens où Desjardins va se référer à tous les standards internationaux. Donc, on a déjà les PRI, on a 5 composantes qui ont adhéré au PRI, mais l'objectif, les principes d'investissement responsable, l'objectif, c'est que ce soit le mouvement qui adhère aux objectifs du PRI. Et vous avez les PSI pour l'assurance, puis vous avez les principes d'Équateur pour la très grande entreprise au niveau des financements corporatifs.
Donc, on va se référer aux standards internationaux. On a notre propre politique de développement durable. Et sous le comité de direction, on vient de former un comité d'orientation ESG. Donc, la minute où on va avoir un questionnement qui va entraîner des impacts sur l'un ou l'autre des secteurs, où on va avoir besoin de prendre position, on va aller à ce comité-là qui est formé de vice-présidents pour conseiller la direction sur, là, le premier, ça a été le secteur énergétique. Vous savez qu'on a d'autres enjeux qui s'en viennent au niveau sociétal, entre autres, passer juste au cannabis. On aura à passer ce genre de dossier-là au sein de cette instance-là. Donc, nos leviers, ce qu'on veut, c'est, on a développé au fil des ans 14 produits financiers. Peut-être que vous ne le savez pas, mais on a un prêt éco-énergétique qui peut aider les entreprises à faire le transfert des technologies pour améliorer leur efficacité énergétique, mais ce n'est pas connu. Il n'y a pas d'appétit non plus. Les gens ne sont pas très curieux de ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pour pouvoir vendre quelque chose, c'est une règle de base. Hein? Il faut d'abord que les gens sachent c'est quoi l'enjeu, qu'il y a un besoin, puis après ça, nous, on vient ajuster le produit financier en conséquence. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va commencer par travailler sur l'accompagnement, faire des diagnostics, aller voir c'est quoi le besoin. On va parler en direct aux entrepreneurs, aux entreprises pour aller chercher ce besoin-là. Puis ensuite, on va adapter l'offre de produits financiers pour répondre à ces besoins-là. Donc, j'ai couvert les deux premiers. Tout l'aspect des outils, juste pour vous donner un exemple, la fameuse grille ESG, pour la très grande entreprise, on a décidé d'agir là où on va avoir le plus d'impact par rapport au changement climatique. On a 40 personnes au Québec, en Ontario et en Alberta qui se trouvent à travailler dans des projets de financement. Mais ces gens-là, la grille a été développée et cette semaine, la formation a été complétée pour les habiliter, ces gens-là, à regarder les dossiers avec, oui, les critères financiers, mais aussi avec les critères ESG. Pour la très petite et moyenne entreprise, vous savez que ça passe à travers les centres Desjardins aux entreprises, c'est 1200 directeurs de compte. Alors, graduellement, on va aller dans les couches des plus petites entreprises pour intégrer graduellement ces critères-là. Donc, ça va entraîner de la formation, tout l'aspect de la gestion de la performance. On va venir mettre des objectifs dans les équipes qui peuvent avoir un impact sur le sujet pour être pris en compte dans la gestion de la performance. Puis aussi, on va rechercher des partenariats stratégiques pour nous appuyer dans le déploiement du positionnement, parce que Desjardins, ça demeure une institution financière. C'est pas une institution qui a toute l'expertise par rapport aux technologies propres ou aux énergies renouvelables. Donc, on va s'associer avec des organisations qui ont l'expertise en question. Donc, ça, c'est à suivre parce qu'éventuellement, on aura des gestes qu'on va poser. Donc, certains pourraient dire, bien, je vous le disais tantôt, pourquoi qu'on n'est pas sorti du 145 millions. Dans le fond, on a agi de façon responsable. C'est sûr que dans la gestion, la gouvernance d'une entreprise, on est interpellé par des groupes de pression. Mais pour nous, ce qui est important, c'est pas de tenir compte d'une seule partie prenante, mais de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, on a commencé par faire un diagnostic, l'évaluation des impacts. Vous voyez, on a rencontré des parties prenantes, on a dressé un portrait, on a évalué notre exposition, l'impact que ça aurait sur nos membres à l'échelle pan-canadienne. Et après ça, on a mobilisé notre CA et la direction et on a décidé de mettre en œuvre là, des initiatives qui sont structurantes et d'initier des dialogues avec les entreprises. Et c'est là où on voit qu'on va prendre l'approche là, de l'investissement responsable. Donc, la fameuse transition énergétique, quand on a eu tout fait nos analyses, qu'on s'est dit, ben non, on ne peut pas faire ça tout seul, ça va prendre le concours des entreprises, des consommateurs. Vous avez, il y a des bons articles de journaux là, qui ont été publiés au cours des derniers jours pour dire que si le consommateur n'embarque pas, on va avoir de la misère, tout le monde, à aller de l'avant. Mais les gouvernements, les groupes environnementaux, le secteur de l'éducation, le secteur financier, les organismes de réglementation, il faut savoir que je parlais tantôt du retard du secteur financier. Mark Carney de la Banque d'Angleterre, à travers le Conseil de la stabilité financière, a fait des travaux. Ils ont émis leurs recommandations. Et là, pour toutes les entreprises cotées en bourse, s'en vient, et pour les institutions financières, s'en vient des exigences de divulgation par rapport à l'adaptation au changement climatique. Ça fait que ça va être pris en compte pour les institutions financières dans toutes leurs activités de placement, d'investissement et de financement. Ça va avoir un impact éventuellement sur la gestion de leurs risques. Alors, influencer selon les principes de l'investissement responsable, c'est vraiment l'approche. Au lieu, nous, de désinvestir, ce qu'on a décidé de faire, c'est plutôt de prendre l'approche où on reste dans les secteurs industriels, mais on veut influencer par les leviers qui sont les nôtres comme institution financière à travers le dialogue, la proposition d'actionnaires et l'exercice du droit de vote. Ça, c'est ce qu'on voit en investissement, mais on veut appliquer la même chose dans les autres disciplines là, de notre institution financière.
Alors, j'en parlais tantôt, comment est-ce qu'on va le faire? On s'engage à travers les encadrements internationaux, critères ESG dans les activités opérationnelles et d'affaires. Desjardins a annoncé qu'il serait carboneutre à partir de 2017. Donc, on va acheter des crédits carbone dès avril, là, de la minute où notre bilan de carbone va avoir été audité. Desjardins va devenir carboneutre. Donc, ça vient stimuler de la demande aussi. Vous savez qu'il y a des entreprises qui se spécialisent dans la carboneutralité. Des investissements dans les énergies renouvelables. Desjardins, actuellement, a pour à peu près 2,2 milliards en investissement, en financement 1,2 milliard et en investissement au niveau de ses fonds propres de près de 1 milliard. Dans cette décision-là de Desjardins, dans tous les investissements qui sont faits de gré à gré, la décision a été prise. Là, on a une exclusion des énergies fossiles. Tous les investissements en énergie vont être dans les énergies renouvelables. Et ça interpelle nos fonds propres, la caisse de retraite, en particulier nos compagnies d'assurance. Et on veut diminuer l'empreinte carbone de nos propres placements. Donc, pour tout ce qu'on a au niveau des marchés, on veut réduire de 25 par rapport aux indices de référence là, au niveau obligataire. Et voilà. Alors, donc, ça, c'est les 4 gestes qu'on a annoncés en décembre, mais il y en a d'autres qui vont suivre. On s'est dit que ça ne sert à rien de mettre tout le plan. De toute façon, on va commenter plus la décision de désinvestir ou pas du 145 millions. On a décidé d'annoncer ces 4 éléments-là et il y en a d'autres qui vont suivre au cours des prochains mois. Donc, le meilleur est encore à venir. Et bien sûr, agir ensemble, les institutions financières, les organismes de réglementation, les paliers gouvernementaux, je le mentionnais un peu tantôt. Les groupes environnementaux aussi vont avoir un rôle extrêmement important à jouer par rapport à la sensibilisation du public en termes d'éducation, au-delà de ce que vont faire les différentes entreprises. Le secteur privé, bien sûr, aura son rôle à jouer. Juste pour voir où en sont les consommateurs en général, je ne sais pas si vous avez vu la donnée sur le véhicule qui a été le plus vendu au Québec et au Canada en 2017. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qui a été vendu? Le F-150. Alors, c'est ce qui s'est vendu le plus. On est loin vraiment de la coupe aux lèvres. Et j'avais des statistiques, vous pouvez me dire, bon, ben oui, mais qu'en est-il des voitures électriques? Tu sais, c'est un minime pourcentage là, par rapport aux achats. Quand le baromètre de la consommation du Québec pose la question aux gens s'ils ont l'intention d'acheter une voiture hybride ou électrique, autant on est dans le 0,3, 0,9, etc., dans le volume total, ça passe quasiment à 40 d'intention. Alors là, ce qui reste à voir, c'est est-ce que ça va se matérialiser? C'est sûr que les gens sont plus sensibilisés, mais pour le moment, dans le choix de consommation, ne serait-ce qu'au niveau du véhicule personnel, on voit qu'on n'est pas encore rendu là. Donc, relever le défi climatique, sensibilisation, coopération, innovation. Je pense qu'on a 2 belles organisations ici qui est là pour soutenir. Et nous, Desjardins, ce qu'on souhaite également, et tout le secteur entreprise va se déployer au cours, faisant suite à ce positionnement-là, pour venir préciser exactement quelle sera l'offre des entreprises. Et nous, on part de la très petite à la très grande. Alors, Gérald Saint-Aubin, qui est le nouveau vice-président aux entreprises, planche actuellement sur différents projets. Vous avez les gens de financement corporatif aussi qui sont très attentifs à ça et qui sont très actifs et qui sont très mobilisés, je dirais, là, par rapport à ce virage-là que prend Desjardins. Donc, on verra les résultats. D'ailleurs, ce que je devrais dire aussi, c'est que avec notre positionnement, on va faire la divulgation des progrès de ce positionnement-là annuellement. Alors voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci.